Je vais faire le lien avec le sujet suivant. Je disais, c'était la semaine québécois. Le conflit au Journal de Montréal s'est réglé après 25 mois de lockout. Et plusieurs ont remarqué et certains ont fait le lien entre le timing. M. Péladeau a réglé au Journal de Montréal avant d'annoncer la construction sa participation dans l'affaire du Colisée de Québec. Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet? Qui sont les gagnants? Surtout, qui sont les perdants dans cette affaire du Journal de Montréal? Non, Marie-France, il ne faut pas nécessairement avoir Vous voyez pas de lien? Mais non, les coïncidences existent dans la vie. De toute façon, M. Péladeau ne pouvait pas prévoir exactement qu'est-ce que les syndiqués voteraient samedi. Non, je ne pense pas qu'il faille voir une vaste machination. Écoutez, heureusement que c'est terminé. Le retour ne sera pas simple. Tellement. Maintenant, c'était, Marie-France, la seule fin possible. Dans mon esprit, il n'y a jamais eu le moindre doute que ça allait se terminer comme ça. Les forces étaient trop inégales. C'était totalement prévisible. Ce qui s'était passé au Journal de Québec annonçait ce qui allait se passer au Journal de Montréal. Et si la profession journalistique est si secouée, c'est parce qu'il voit bien que le modèle d'affaires qui s'est imposé là va probablement devenir la norme dans l'ensemble de l'industrie, sauf peut-être des exceptions comme le Devoir, mais vous allez voir que la presse et le Soleil vont passer par là. Que voulez-vous? Oui, dorénavant, on va produire les journaux avec moins de journalistes parce que la technologie le permet et parce que l'information est disponible dans d'autres lieux. C'est aussi une équation, à mon avis, simpliste que de dire, que de juger de la qualité de l'information au nombre de journalistes. Mais bref, c'était prévisible que ça allait se terminer comme ça. Et je comprends que M. Péladeau est un homme que, dans certains secteurs de notre société, on aime détester. Mais il y aurait aussi, je crois, une réflexion à mener sur la haute direction de la CSL qui a laissé aller à l'abattoir des syndiqués qui étaient battus d'avance. Plusieurs ont fait cette réflexion. Paul, vos réflexions là-dessus, est-ce que c'est une défaite pour l'information? Est-ce que c'est une défaite pour le syndicalisme, pour la CSN particulièrement? Au final, les perdants, ce sont les syndiqués, mais ce sont surtout les syndicats, parce que c'est symptomatique de plusieurs choses. Le tirage du Journal de Montréal allait en augmentant alors qu'il y avait une poignée de personnes qui travaillaient au sein du journal. Et le signal que ça envoie, c'est que l'approche militante conflictuelle de tradition des syndicats n'inspire plus. On voit peu de jeunes dans les syndicats. Et donc, c'est comme si leurs moyens d'action, leurs stratégies sont un peu mésadaptées, peut-être désuètes. Je ne sais pas ce qu'ils ont pensé. La loi, puis à leur décharge, là, il y a un trou dans la loi qui permet à des briseurs de grève de faire le travail à l'extérieur de l'établissement. Mais je rajouterais à ça que peut-être ils ont calculé qu'ils gagneraient la bataille de l'opinion publique. Le fait est que le fait de scander Soso-Solidarité avec une pancarte dehors ne fonctionne pas. Non, excuse-moi. Antoine? Là. Il y a quand même rue Frontenac. Mais il y a eu des stratégies vraiment originales dans ce... Rue Frontenac, tout le monde le supporte parce que c'est de l'initiative, puis c'est intéressant, et tout le monde souhaite la suite de Rue Frontenac. C'est le syndicat qui l'a fait. Mais est-ce que le syndicat a gagné la bataille parce que Rue Frontenac, c'est le mérite des journalistes. Rue Frontenac, c'est le mérite des gens qui l'ont participé. Le syndicat, ils ont passé le rouleau compresseur dessus. Justement. Puis, et donc, le syndicat doit se remettre en question. Quand les syndicats perdent dans les journaux, comme ils ont perdu là, c'est le journalisme qui perd. Parce que allons voir quelles étaient les conditions des journalistes avant que les syndicats s'installent dans les journaux. Les journalistes étaient fragiles, étaient soumis aux influences des entreprises, des politiciens. Et ça va être pire. Là, on dirait qu'on veut que les journalistes redeviennent pauvres. Est-ce que c'est ça qu'on veut au Québec? Que les journalistes... Et là, nécessairement, ces gens-là, au Journal de Montréal, c'est des gens gâtés. Est-ce qu'ils les ont volés, ces conditions de travail-là? Ce que je te dis, c'est que j'aurais voulu que le résultat, surtout au niveau de l'indépendance de ces journalistes-là, que le résultat soit plus favorable aux syndiqués. Mais le fait est que, hormis Rue Frontenac, qui est une création que je souhaite va continuer, le résultat de la négociation, c'est que l'indépendance journalistique Ils ont fait ce qu'ils ont pu, moi, je pense. Je pense que c'est des stratégies qui sont un peu... C'était une très bonne stratégie, comme Média Matin à Québec. Mais ce qui est dommageable là-dedans, c'est le journalisme qui est perdant dans ce conflit-là. C'est pas le syndicalisme, c'est le journalisme, parce qu'à terme, c'est des gens qu'on va pouvoir
contrôler, davantage à qui on va pouvoir donner des commandes. Hein? Puis ça fait pas du bon Le journalisme et l'information. Et l'information, si les syndicats ne réussissent pas à gagner ce point-là, il ne faut pas leur comme journaliste par rapport aux gens qui voudraient nous contrôler de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Je suis entièrement d'accord, mais je crois aussi que les journalistes ont une réflexion à faire sur les mutations profondes que leur métier est en train de vivre, qui font... Mais ils le font, Joseph, les journalistes. Et la société a des réflexions à faire sur la façon dont on utilise les mutations pour écraser les journalistes aussi. Bon, ça devient un prétexte. Quand une entreprise fait des millions de profits, hein, des millions et des millions, puis qui prennent comme un prétexte les mutations pour écraser comme ça un syndicat, je m'excuse, mais il y a aussi des questions à se poser là-dessus. Dans toute cette affaire, et mon ami Antoine l'illustre, dans toute cette affaire, les journalistes ont milité pour leur propre profession. C'est un réflexe humain que je peux parfaitement comprendre. Oui, mais pas que. C'est démocratique aussi. Si l'information n'est pas fiable, on fait quoi? Bon, cela dit, il faut bien comprendre qu'à l'intérieur de ce syndicat, l'aile la plus dure, c'était pas tout à fait les journalistes. C'était les employés de bureau d'un âge avancé, difficilement reclassables, qui voyaient approcher la retraite et qui, évidemment, ont continué à tenir la ligne dure jusqu'à épuisement du front de grève et maintenant ont accepté des offres de pré-retraite relativement généreuses. Hein? Éric Laurent, quand vous entendez ça, par rapport à... Bon, c'est un conflit particulier ici, mais l'information, les mutations dans l'information... Moi, d'abord, je pense, par mon expérience, je pense que de toute façon, c'est un métier qui est en crise depuis longtemps. Contrairement, alors là, ce n'est pas une découverte nouvelle, c'est un métier qui est en crise, qui a une crise de crédibilité vraiment très forte, je veux dire, auprès de l'opinion, dans l'opinion. Ça, c'est le premier point. Tout ça a été considérablement aggravé, encore par évidemment les nouvelles mutations technologiques, évidemment Internet, etc. Et tout. D'ailleurs, les gens de Google aujourd'hui, paraît-il, les dirigeants de Google sont extrêmement préoccupés par la crise justement que traverse l'information et que traversent les journaux, parce qu'ils ont besoin de s'adosser à ce support. Et donc, il y a en effet des séances de brainstorming, paraît-il, au sein de la direction de Google, pour voir de quelle manière on pourrait, je dirais, revitaliser certains de ces organes de presse américains, notamment en grande difficulté, de façon à ce qu'il reste des partenaires et je dirais même des relais viables. Mais je pense que celui qui demain trouvera le bon modèle économique, la bonne équation... Il n'y a pas un modèle. Mais il n'y en a pas plusieurs. Mais ça, je suis absolument d'accord avec vous. Politico.com aux États-Unis. Oui, mais vous avez raison. Politico.com, ils ont dû imprimer bien sûr, mais pour gagner des sous, pour atteindre le seuil de rentabilité. Je suis d'accord avec vous, mais on ne peut plus... Notre modèle de papier traditionnel est un modèle voué à l'échec, je dirais, et à un déclin qui va être plus ou moins, évidemment... Mais ça ne change pas la question fondamentale de l'indépendance des journalistes, c'est-à-dire la qualité de l'information qu'on a. Et moi, je souhaitais, à travers des conflits comme ceux-là, je souhaitais qu'on protège le principe d'indépendance journalistique ou à tout le moins qu'on l'améliore un peu. Et en fait, on a le sentiment que ça recule et donc on ne peut plus se fier sur les sources d'information. Et ça, démocratiquement, c'est très grave. Et les États-Unis nous en donnent des exemples, mais en avalanche, Fox News étant... Je vais vous arrêter là-dessus quand on finit sur l'information en général. C'est une bonne conclusion. Merci beaucoup à tous. On verra donc la suite des choses. Alors, c'était une grosse semaine pour Pierre-Carl Péladeau.